Bonjour à vous qui regardez cette conférence en différé. Je m'appelle Joanne Lessard, adjointe à la chaire Religion, Spiritualité et Santé de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval à Québec. Après un mot d'introduction, vous entendrez la conférence de M. Louis Plourde, d'une durée d'une 60aine de minutes, suivie d'une période d'échange avec l'auditoire. Le titre de sa conférence, Substances psychédéliques, expériences mystiques et bénéfices thérapeutiques. Tout au long de son parcours académique en sciences et religions, Louis Plourde s'est particulièrement intéressé au rapport qu'établit l'être humain avec le sacré par l'entremise d'une modification de son état de conscience, que cette expérience soit cultivée par une pratique spirituelle ou religieuse, ou encore provoquée par une substance psychoactive. Son mémoire de maîtrise, réalisé à l'Université Laval, concerne la prise en compte de l'expérience mystique dans le contexte clinique des sciences cognitives au cours de la présente renaissance psychédélique 1999-2019. Louis Plourde est récipiendaire de la bourse de maîtrise de la chaire Religion, Spiritualité et Santé. Son mémoire de maîtrise, effectué sous la direction du professeur Guy Jobin, titulaire de la chaire, est accessible à la bibliothèque de l'Université Laval. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence puis votre intérêt, puis pour avoir pris le temps aujourd'hui de venir voir et prendre part à la présentation d'aujourd'hui. Également, je tiens à remercier Joanne et la chaire de recherche Religion, Spiritualité et Santé pour m'avoir invité à venir présenter mon projet de recherche de maîtrise que je vous présente à l'instant même. Voilà, nous y sommes. Donc, est-ce que vous voyez bien ma présentation en plein écran? Je crois que oui. C'est ça, je vais vous présenter mon projet de recherche. Évidemment, c'est une étude qui était quand même assez étoffée. Donc, pour essayer de respecter un temps qui est raisonnable et puis pour que ce soit digeste pour vous, en fait, c'est sûr que ça a été résumé quand même. Et puis, ça va être plutôt un survol de ce que j'ai fait dans ce projet de recherche. Évidemment, si vous voulez plus de détails, je vous invite à poser des questions à la fin de la présentation. Donc, on va avoir une période de questions et de discussion. Donc, allons-y. Donc, comme Joanne a dit tout à l'heure, mon principal intérêt de recherche. Donc, voilà. Je me suis quand même pas mal toujours intéressé à la relation ou au rapport direct, donc l'expérience directe du sacré qui s'est vu exprimer à travers différentes traditions religieuses, puis aussi des traditions un peu plus archaïques. Donc, un rapport direct établi avec le sacré par l'entremise de différentes pratiques. Donc, on peut penser tant à la méditation, à la danse, le jeûne même ou l'ingestion de substances psychoactives, donc pour altérer l'état de conscience. Et ça, c'est tant dans des qui mènent à des trans chamaniques, les extases mystiques, également les rituels de possession. Donc, il y a quand même beaucoup de formes que ça peut prendre. Et cet intérêt-là, en fait, a été vraiment ravivé au cours de la dernière décennie par la dite renaissance psychédélique. Donc, en voyant dans les médias, donc on regarde quand même, on voit des publications tant dans le New York Times, à Radio-Canada, même la couverture de Québec Science de décembre dernier qui avait en pleine couverture la renaissance des psychédéliques. Donc, on voit quand même depuis une dizaine d'années beaucoup d'articles qui sont publiés dans les médias, évidemment, qui relatent ce qui se passe du côté des études cliniques en sciences cognitives. Donc, c'est un sujet, évidemment, qui a ranimé beaucoup, ravivé mon intérêt de recherche. Et qu'est-ce qu'il dit dans ces articles-là? Tout simplement, pour y aller grosso modo, c'est que les substances hallucinogènes ou certaines substances hallucinogènes pourraient contribuer de manière assez considérable au traitement de plusieurs conditions psychologiques et de troubles et même de certaines formes de pathologies qui sont un peu plus sévères. Et donc, quand on parle de substances hallucinogènes, pour y aller de manière un peu plus générale,
On peut penser à la psilocybine, au LSD, la MDMA également, la kétamine, qui sont des substances qui sont quand même de plus en plus utilisées en psychothérapie. Il y a énormément d'articles également qui parlent de l'ayahuasca, donc qui est une concoction végétale qui contient le principal ingrédient actif, c'est le DMT, ou plutôt la DMT, la diméthyltryptamine, à laquelle on reviendra peut-être un peu plus tard. Mais ça permettrait de traiter différentes conditions, par exemple les dépressions, les dépendances, les traumatismes et le stress post-traumatique, même les troubles de conduite alimentaire, l'anxiété sociale chez les autistes adultes, va sans dire, même la maladie d'Alzheimer qui est de plus en plus observée là, en lien avec la psilocybine et le LSD, et la détresse en fin de vie. Donc, évidemment, moi, dans mon travail de recherche, je me suis concentré seulement sur deux de ces substances-là, donc la psilocybine et le LSD, et sur trois conditions ou troubles mentaux, donc troubles psychologiques que j'aborderai un peu plus tard. Donc, ce qui est dit, c'est que ces thérapies-là permettraient, d'une part, de réduire considérablement le temps de traitement requis pour ces conditions-là. Donc, c'est des traitements qui ont un effet majeur à l'intérieur de 1 à 3 séances assistées par une substance psychédélique, comparativement à des formes de traitement, que ce soit avec des médications ou des thérapies comportementales qui peuvent s'échelonner sur des semaines, des mois, voire des années. Et ces traitements-là seraient également beaucoup plus efficaces que la plupart des modalités thérapeutiques qui sont actuellement disponibles pour traiter ces troubles-là. Donc, évidemment, on voit une véritable effervescence dans le milieu scientifique. Il y a de plus en plus de conférences internationales, des conférences interdisciplinaires qui sont organisées au Canada, aux États-Unis, en Europe. On en voit ici quelques-unes. Il y a des fondations, il y a des instituts qui sont mis sur pied. Et je tiens à souligner surtout 2 centres de recherche qui ont été mis sur pied et qui sont quand même assez importants. Donc, ils sont vraiment 2 épicentres de la recherche qui est faite avec les substances psychédéliques. On a tout d'abord le Center for Psychedelic Consciousness Research, Psychedelic and Consciousness Research de l'Université Johns Hopkins. Donc, c'est quand même assez considérable. Et donc, eux jouent vraiment un rôle majeur actuellement et depuis le tout début, en fait, de la Renaissance psychédélique. Et on a également le Center for Psychedelic Research du Imperial College de Londres, où eux, ils ont un accent un peu plus neurologique, en fait. Donc, il y a énormément d'études neurologiques qui se font à ce centre-là et on va également y revenir plus tard. Pour ce qui est du Canada, ben, en fait, je tiens à souligner 2 choses ici. On a un organisme non lucratif qui s'appelle Thérapsil, donc qui, depuis la fondation en 2019, donc en date d'aujourd'hui, ils ont permis à 55 patients d'avoir accès à une thérapie assistée par la psilocybine, donc principalement des gens en phase terminale de cancer ou des gens qui font face à un pronostic de mort prochaine, donc des gens avec un cancer incurable. Et donc, c'est vraiment ça qui est principalement traité pour l'instant. Et il y a à peu près 3 mois, donc au début janvier de cette année, Santé Canada a reconnu les bénéfices thérapeutiques des substances psychédéliques, donc tout le potentiel qu'il y avait de ce côté-là. Donc, il y a maintenant un programme d'accès spécial qui permet aux thérapeutes de faire une demande directement à Santé Canada pour avoir un accès à une substance hallucinogène ou psychédélique. Et c'est vraiment très général, donc ça peut être tant la psilocybine que la MDMA, kétamine, etc. DMT également qui va quand même prendre une place là, au cours des prochains mois et des prochaines années dans la recherche qui est faite. Donc, les choses avancent quand même, même depuis que j'ai déposé mon mémoire
les choses avancent beaucoup. Donc, on parle quand même d'une transformation qui est assez immédiate. Donc, c'est des effets qui se font sentir presque immédiatement au moment de l'expérience ou tout de suite après. Et c'est une transformation qui est vraiment profonde et prolongée. Donc, l'expérience psychédélique qui est vécue dans le contexte des thérapies sont décrites comme étant révélatrices, comme hautement significatives, donc empreintes de sens, et également profondément transformatrices. Et un bon nombre d'études, comme on va le voir, soulignent que l'intensité et surtout la qualité mystique de ces expériences-là seraient de fiables indicateurs de l'efficacité thérapeutique de ces traitements. Donc, face à tout ça, et étant issu du domaine des sciences des religions, ben, je me suis posé la question de recherche suivante. Donc, c'est littéralement la question de recherche que j'avais dans mon mémoire de maîtrise, donc qui va ainsi. Sur quoi repose l'association énoncée dans le domaine des sciences cognitives au cours des 20 dernières années entre les bénéfices thérapeutiques et psychologiques des substances psychédéliques et le type d'expérience dit mystique qu'elles permettraient de catalyser? Donc, en posant une question comme ça, évidemment, dès le départ, je me trouvais face à deux principaux obstacles épistémologiques. Donc, un premier, et évidemment, on a une perception teintée, tant à l'égard des substances psychédéliques que à l'égard de l'expérience mystique, mais particulièrement les substances psychédéliques. Donc, on a vécu des décennies de désinformation, de mésinformation, de stigmatisation, et aussi de représentation dans la culture populaire. Donc, un paquet de clichés qui peuvent nous venir en tête. Si on dit LSD, par exemple, évidemment, les gens vont tout de suite penser au hippie, vont penser aux excès, etc., aux diverses formes de délire ou de plaisir. Donc, on a une perception qui est teintée à l'égard de ces substances-là. Et également, une autre difficulté à laquelle je faisais face, c'est toute la question de voir l'expérience mystique en dehors du champ religieux. Et ça, c'est quand même un défi de taille d'être capable de voir et de prendre compte de l'expérience mystique en dehors complètement de toute forme d'association aux religions. Donc, d'emblée, je me suis dit, il y a deux choses qui sont importantes. Tout d'abord, c'est de suspendre toutes nos préconceptions, nos prénotions, tant positives que négatives. Donc, d'y aller vraiment de manière très neutre et objective. Et aussi d'aborder le sujet depuis l'angle des sciences cognitives. Donc, vraiment de voir comment le sujet, donc comment l'expérience mystique ressort du discours des sciences cognitives. Donc, ici, on considère les substances psychédéliques vraiment comme des outils de recherche et non comme des panacées. Donc, il faut éviter de voir ça comme un médicament ou comme vraiment une cure miraculeuse de mieux-être. Donc, ça, c'est deux choses qu'on devait faire d'emblée. Donc, tout d'abord, j'aimerais démystifier un peu la nature des substances psychédéliques. Donc, dans la littérature, surtout dans la littérature populaire, on voit souvent les termes hallucinogènes et psychédéliques comme étant utilisés de manière interchangeable. Donc, si on se demande, est-ce que les deux termes sont interchangeables? Non. Donc, tout d'abord, moi, j'utilise uniquement le terme psychédélique dans mon étude. Tout d'abord parce que le terme hallucinogène, donc qui est dévié du verbe halluciner, qui a été introduit au XVIIe siècle et qui découle du latin hallucinatus, donc qui veut dire divaguer, rêver ou errer, se tromper. Donc, il y a une forte connotation négative avec le terme hallucinogène. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'évitais le terme. Et le terme psychédélique est plus neutre, en quelque sorte. Donc, pour ce qui est du terme psychédélique, il a été introduit en 1956 par le psychiatre britannique Humphrey Osmond dans une correspondance avec l'écrivain Aldous Huxley. Donc,
Osmond avait introduit Huxley à la mescaline au début des années 50. On y reviendra aussi plus tard. Et les deux ont voulu trouver un terme scientifique qui, justement, éviterait toute forme d'association à ce qu'on retrouve avec l'hallucinogène. Donc, délire et tout ça. Donc, ils voulaient un terme qui était plus neutre. Donc, ils ont dérivé ça du grec psyché, donc pour esprit ou âme, et délos, qui veut dire manifeste ou apparent. Donc, littéralement, le terme psychédélique veut dire qui rend l'esprit manifeste. Et ce qui est drôle, c'est que les deux essayaient de trouver un terme, et c'est pas Aldous Huxley, qui est un écrivain évidemment très illustre, c'est pas le terme d'Huxley qui a été adopté, mais celui de Osmond. Sur le plan pharmacologique, il y a aussi une distinction ici qu'on peut apporter. Donc, tout d'abord, le terme hallucinogène, c'est une classe de substances qui est un peu fourre-tout. Donc, on retrouve divers types de substances qui ont des effets quand même assez diversifiés. Et grosso modo, les hallucinogènes, en fait, c'est des substances qui perturbent tant sur le plan psychosensoriel que sur le plan du système nerveux central. Et on retrouve ici les psychédéliques, donc qui est la catégorie ici qui nous intéresse. Il y a deux sous-classes de psychédéliques, donc les phényléthylamines, donc qui contient la mescaline, qui est contenue dans le cactus, le peyote, particulièrement, et les tryptamines, dont font partie le LSD, la psilocybine et la DMT, donc la diméthyltryptamine, qui est la classe de substances dont on va parler aujourd'hui. Pour y aller très, très rapidement, dans les hallucinogènes, il y a également la classe des dissociatifs, dont la kétamine, qui est étudiée maintenant et même utilisée en psychothérapie, particulièrement pour la dépression suicidaire. Et on a également la classe des délirogènes, donc qui contiennent l'atropine et la scopolamine, donc des plantes qui étaient quand même assez utilisées au Moyen Âge par les sorcières de l'époque. Donc, les onguents de sorcières étaient faits à partir de solanacées qui contiennent de l'atropine et de la scopolamine. Et on a également, depuis quelques décennies, la catégorie des empathogènes ou des entactogènes, donc des substances qui facilitent le contact ou l'empathie, dont principalement l'AMDMA, autrement dit l'ecstasy, qui est aussi utilisé en psychothérapie, donc tant pour des thérapies de relations que pour le traitement du stress post-traumatique. Donc, la psilocybine et le LSD, c'est des tryptamines qui sont étroitement apparentées à la sérotonine. Donc, c'est pour ça qu'on les classe comme des substances psychédéliques sérotoninergiques. Donc, la sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui est très important, qui régit divers aspects de la conscience active et de l'humeur. Donc, vous voyez ici un comparatif de la molécule du LSD, de la sérotonine et de la psilocybine, et on retrouve évidemment la même base. Donc, ça fait en sorte que ça cause des modifications quand même considérables de la conscience, étant donné que la sérotonine, c'est quelque chose qui est assez répandu dans le cerveau, qui gère différents aspects de la conscience et de l'humeur. Donc, plus précisément, quand on parle de LSD 25, donc l'acide lysergique diéthylamide, c'est une formule synthétique, mais qui est dérivée d'un champignon microscopique, donc l'ergot, qui se développe sur certaines céréales, particulièrement sur le seigle. Et ça a été synthétisé par le chimiste suisse Albert Hofmann dans les laboratoires de Sandoz une première fois en 1938. Mais l'ayant testé sur des animaux, la substance n'avait pas les effets cherchés. Et puis, c'est quelques années plus tard où Hofmann s'est dit je devrais retourner à cette molécule-là. Il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose qui le chicotait. Donc, il est retourné en laboratoire en 1943, en avril. Il a resynthétisé le LSD et il en a absorbé, en fait, accidentellement, fort probablement par les pores de sa peau de doigt, une dose
pas infime, mais quand même une petite dose. Et puis là, il s'est dit, il y a un effet qui est intéressant. Donc, quelques jours plus tard, donc le 19 avril 1943, Hoffman a ingéré intentionnellement une dose de LSD qui pensait être près du seuil d'effet, mais qui s'est avérée être quand même assez puissante, étant donné que c'est une substance excessivement puissante. Et en 1947, ben, la firme Sandoz a mis le LSD sur le marché, donc c'est mis à distribuer ça dans les hôpitaux, dans les centres psychiatriques, donc pour évidemment être testé par les psychiatres particulièrement. Et ça, c'était sous l'appellation breveté d'hélicide. Donc, le LSD est vraiment la substance psychoactive la plus puissante répertoriée. Donc, on parle d'une dose modérée entre 75 et 100 microgrammes. Donc, un microgramme, c'est un millionième de gramme ou un millième de milligramme. Donc, c'est vraiment très, très puissant comme substance et c'est aussi une des plus complexes sur le plan pharmacologique. Une expérience de LSD dure en moyenne 6 à 12 heures. Pour ce qui est de la psilocybine, en fait, la psilocybine est l'ingrédient actif des champignons magiques. Donc, il existe mondialement une centaine d'espèces de champignons magiques. Évidemment, leur utilisation là, peut être retracée là, à des siècles, voire des millénaires avant notre ère, particulièrement dans la région là, mésoaméricaine, donc tant chez les Aztèques que les Mayas. Les Aztèques, d'ailleurs, catégorisaient la psilocybine comme la chair des dieux. Les champignons étaient pour eux la chair des dieux. Actuellement, ce qu'on utilise dans les études cliniques, c'est la forme synthétique, donc la forme isolée de la psilocybine qui a été identifiée, synthétisée et nommée par, encore une fois, Albert Hofmann en 1958 à partir de spécimens qui lui avaient été rapportés du Mexique par Robert Gordon Wasson, qui avait fait une entrevue, en fait, qui avait pris part au rituel de la curandera Maria Sabina, qui est une chamane et guérisseuse mazatèque. Donc, Wasson aurait été le premier étranger, donc le premier occidental, en quelque sorte, à prendre part à ce rituel-là. Et il a identifié le champignon, il l'a rapporté à Hoffman, qui a synthétisé le tout. Donc, la forme isolée est privilégiée en recherche scientifique, évidemment, parce qu'on peut doser de manière plus précise. Les champignons, évidemment, là, il y a une grande variabilité au niveau de l'effet des champignons comme tels. La dose dans les études est déterminée en fonction de la masse corporelle. Donc, vous avez ici l'échelle de 45 microgrammes par kilogramme à plus de 300 microgrammes par kilogramme. Pour ceux qui auraient des points de référence en grammes de champignons, une dose psychothérapeutique, par exemple, ce qui est donné à Johns Hopkins, correspond à environ 5 grammes de champignons psilocybes. Donc, il y a quand même une dose considérable. Et l'expérience moyenne dure de 4 à 6 heures. Donc, malgré le fait que les substances psychédéliques soient très puissantes, très actives sur le plan de la conscience, ça reste quand même une des classes de substances qui sont les plus inoffensives sur le plan physiologique, pardon. Donc, on a une neurotoxicité qui est infime. Il n'y a aucun risque sérieux de dépendance ou de surdose mortelle. Quand on parle de dépendance, c'est étant donné que les substances psychédéliques n'agissent pas sur les systèmes dopaminergiques, donc ça n'affecte pas la dopamine ni l'endorphine, donc ça ne cause pas de dépendance. Et il n'y a aucun effet délétère notoire ou permanent. Donc. Mais bien sûr, le principal risque est psychologique, comme l'expérience peut être assez intense. Donc, ce qu'on nomme communément le bad trip peut être décrit comme une expérience où on a des réactions anxieuses, des crises de panique, des pensées paranoïdes, des sensations effrayantes, donc surtout des états de déréalisation, de dépersonnalisation, et surtout une peur de perte de contrôle, une peur de perdre la carte, de perdre la tête
ou littéralement une peur de mourir, d'être en train de mourir ou d'être déjà mort. Donc, ça, c'est des expériences qui peuvent être quand même assez intenses. Il y a quand même certains facteurs qui vont contribuer à des expériences comme ça. Donc, on parle de la condition psychologique de l'individu, l'instabilité émotionnelle et l'environnement physique et social qui vont avoir quand même une grosse influence sur l'expérience elle-même. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le set and setting. Donc, le set qui est toute la prédisposition mentale de l'individu et le setting qui est l'environnement et tout ce qui est environnant au moment de l'expérience. Et ces états-là, bien sûr, ne sont que passagers. Bien sûr, dans les études cliniques, puis en contexte de psychothérapie, il y a quand même certaines mesures qui permettent de réduire considérablement les risques. Donc, on a un très faible risque global d'utiliser ces substances-là. Donc, on a un contrôle précis du dosage et de la qualité, sélection des participants ou des patients. Évidemment, on exclut généralement les gens qui ont des antécédents, surtout au niveau de la psychose ou des gens schizotypiques, donc qui pourraient causer des épisodes un peu plus dysphoriques. Et on a également une préparation, un suivi ensuite pour l'intégration après l'expérience et l'atmosphère adaptée du lieu où se déroule l'expérience ou la thérapie elle-même. Je vais faire un survol quand même assez rapide de l'expérience psychédélique, étant donné que c'est une expérience qui est excessivement complexe, qui a beaucoup de facettes. Et tout d'abord, j'aimerais mentionner que contrairement à la croyance populaire, le LSD et la psilocybine ne causent pas d'hallucinations proprement dit. Donc, une autre raison pourquoi j'aime peu le terme hallucinogène appliqué au LSD et à la psilocybine. Donc, il n'y a aucune hallucination, en fait, qui est causée par ces substances-là, même à forte dose. Mais évidemment, c'est des changements qui sont très dramatiques et très profonds sur la conscience. Deux aspects à considérer qui sont en fait des difficultés quand on fait face à l'expérience psychédélique d'un point de vue scientifique, c'est que d'une part, il y a une grande variabilité de l'expérience. Donc, l'expérience, comme je l'ai dit un peu plus tôt, est largement influencée par l'état psychologique initial de l'individu. Donc, par son vécu, ses croyances, sa structure de personnalité, son état émotionnel, etc. Donc, c'est quelque chose qui a une très grosse influence sur l'expérience et aussi le contexte environnant. Donc, encore une fois, le set and setting. C'est des expériences qui ont aussi tendance à être ineffables. Donc, l'expérience psychédélique dépasse souvent la capacité langagière à l'exprimer. Donc, tant par un manque de vocabulaire approprié que par le caractère inadapté de la structure même du langage. Donc, il y a souvent un aspect très paradoxal. Donc, il y a une grande paradoxalité aussi des fois qui est sentie où deux idées qui sont normalement opposées se trouvent interreliées, voire interdépendantes. Donc, quelqu'un pourrait se dire le vide enfermait l'entièreté de la réalité, par exemple. Et c'est une caractéristique qu'on retrouve aussi du côté de l'expérience mystique. Donc, il y a quand même des chercheurs qui ont réussi à trouver des dénominateurs communs à l'expérience mystique. Dans mon mémoire, j'en fais part de deux. Donc, tout d'abord, un modèle de Stanislav Grof, qui est un des pionniers de la recherche avec les substances psychédéliques, qui était initialement à Prague et dans les années 50, qui a fait beaucoup de traitements. Dans sa carrière, il a traité plus de 4500 patients, donc avec des séances psychédéliques. Et lui définit surtout des modifications de l'activité psychique et psychomotrice, donc qui sont occasionnées par les substances psychédéliques. Et Grof a amené quand même une des meilleures peut-être descriptions de l'expérience psychédélique, donc comme des substances psychédéliques plutôt comme étant des amplificateurs non spécifiques de processus mentaux. Donc, il y a différents types de processus mentaux qui peuvent être amplifiés à différents moments au cours de l'expérience. Il y a une grande fluidité aussi à travers tout ça.
Donc, lui, il en a décrit 9 ici. Et bon, je ne rentrerai pas dans les détails, évidemment, mais on voit qu'il décrit ici les expériences religieuses et mystiques, qui, selon lui, c'est la facette la plus importante et la plus intéressante de l'expérience psychédélique. Mais évidemment, les changements qui sont les plus fréquents, c'est plutôt des changements perceptuels ou modification de la perception spatio-temporelle. Donc, ce sont des facteurs qu'on voit très souvent avec l'expérience psychédélique. Il y a d'autres chercheurs, donc particulièrement William Richards et Albert Garcia Romeu, qui ont, eux, défini plutôt divers types d'expériences psychédéliques. Donc, c'est une autre forme de modèle de l'expérience psychédélique où on a des expériences sensorielles esthétiques, des expériences psychodynamiques autobiographiques, des expériences cognitives intellectuelles, des expériences symboliques et archétypales, des expériences difficiles ou dysphoriques et des expériences mystiques. Donc, on voit dans les deux modèles qu'on a l'expérience mystique. Et dans les deux modèles, l'expérience mystique est considérée comme la facette la plus importante et la plus intéressante de l'expérience psychédélique. Ici, j'ai mis ça parce que quand on fait face à l'expérience psychédélique, on se retrouve un peu comme dans la parabole des aveugles et de l'éléphant. Donc, une personne va avoir un type d'expérience, une autre personne va avoir un autre type d'expérience. Les chercheurs vont aborder l'expérience psychédélique sous différentes facettes. Donc, c'est ce qui rend la chose complexe quand on étudie l'expérience psychédélique ou quand on en parle. C'est que c'est excessivement complexe, une grande diversité, une grande variabilité. Et le caractère ineffable aussi fait en sorte que c'est plus difficile à prendre compte, donc étant donné qu'on ne peut pas observer directement l'expérience psychédélique. Donc, maintenant, je vais aborder l'utilisation des substances psychédéliques dans le champ des sciences cognitives. Donc, ici, une citation de Stanislav Grof qui est devenue une citation un peu culte à laquelle les gens font souvent référence, où Grof compare l'importance des substances psychédéliques pour la psychiatrie et la psychologie. Il compare ça à la valeur du microscope pour la biologie et du télescope pour l'astronomie. Et tout d'abord, dans les années 50, chose intéressante, c'est que le LSD a mené à l'essor des neurosciences. Donc, la découverte des propriétés assez extraordinaires du LSD a littéralement mené à la première démonstration de l'implication de la sérotonine dans le comportement humain et dans les troubles mentaux. Donc, la chimie du cerveau jusqu'à là était quand même assez ignorée en psychiatrie. Donc, ça a amené un changement important de paradigme où on a mis la chimie du cerveau en cause des problèmes psychiatriques plutôt que des facteurs qui sont purement psychologiques. Donc, encore jusque dans les années 50, les parents et surtout les mères étaient souvent blâmés pour les troubles psychiatriques de leur enfant. Et à partir de ce moment-là, ben, on a pris en cause qu'en fait, il y aurait d'autres causes qui seraient plutôt chimiques et même les traitements ont changé drastiquement à partir de ce moment-là aussi. Dans les années 50, on avait encore des traitements avec électrochoc, la lobotomie et les comas qui étaient induits avec de l'insuline, simplement pour calmer les patients. Donc, si on a une renaissance psychédélique, évidemment, on a eu une première ère de recherche. Donc, ici, que je situe entre le début des années 50 et le début des années 70. Donc, où la plupart des psychiatres qui ont commencé à travailler avec ces substances-là ont vu un potentiel assez inusité pour traiter différentes conditions mentales, des troubles psychiatriques divers. Entre 1950 et le milieu des années 60, il y a plus de 40 000 patients mondialement qui ont été traités avec du LSD. On avait plus d'1 millier d'articles scientifiques publiés et 6 conférences internationales d'envergure qui ont été organisées.
Il y a deux modalités ou deux approches thérapeutiques qui ont été développées à ce moment-là. Donc, tout d'abord, la thérapie psycholytique qui a été développée en Angleterre par Ronald Sandison, où on a plusieurs séances à intervalles réguliers. Donc, c'est passé d'environ une semaine avec une dose faible ou modérée. Dans ce temps-là, c'était plutôt le LSD qui était utilisé. Et c'est une sorte de thérapie qui favoriserait beaucoup le cheminement en psychanalyse. Donc, en donnant un accès à l'inconscient du patient avec une diminution des défenses cognitives et ça permet aussi une introspection et une évocation de souvenirs inconscients et refoulés. La modalité qui est actuellement privilégiée dans les études cliniques est la seconde approche, donc qui est la thérapie psychédélique, qui a été développée au Canada, en fait, en Saskatchewan, par Osmond, qui s'y était établi au début des années 50. Donc, la thérapie psychédélique, c'est une ou quelques séances. En moyenne, c'est 1 à 3 séances avec une dose plus élevée de psychédélique. Et c'est une forme de thérapie qui est non intrusive. Donc, en fait, le psychiatre ou le psychanalyste n'interviendra pas. Donc, il ne pose pas de questions, il n'y a pas de conversation. Donc, le patient est en quelque sorte laissé à lui-même pour donner libre cours à la dynamique complexe de l'expérience. Donc, pour ne pas modifier l'expérience elle-même, pour laisser libre cours à l'expérience et aussi pour catalyser une expérience qui est profonde et transformatrice, encore une fois. Et chose qui est particulièrement intéressante avec cette modalité thérapeutique, avec la thérapie psychédélique, c'est que c'est très efficace auprès de patients qui sont hautement résistants aux autres formes de traitement. Dans les années 60, on a également eu un intérêt et évidemment des débats chez les théologiens parce que, bon, certains ont suggéré qu'il y avait une apparente similitude entre l'état de conscience catalysé par les substances psychédéliques et les états mystiques qui étaient relatés dans la littérature religieuse. Et on a une importante expérience qui a été faite à l'université Harvard, donc dans la faculté de théologie, qui est le Good Friday Experiment, qui a été fait par Walter Pahnke en 62. Ça a été publié en 63. Donc, c'est la première étude scientifique qui était randomisée à double insu avec placebo actif sur le caractère mystique de l'expérience psychédélique. Dans cette étude-là, c'était la psilocybine qui a été utilisée avec la moitié des sujets. Et 9 sur 10 des sujets qui ont reçu la psilocybine ont dit avoir eu une expérience assez profonde, spirituelle ou littéralement mystique. Mais évidemment, on a eu une fin assez abrupte de la période de recherche, évidemment en raison de Richard Nixon, qui en fait a lancé une vague assez globalisée de criminalisation des substances psychédéliques et hallucinogènes. Donc, tout d'abord avec son Controlled Substances Act, qui a été signé en 1970 aux États-Unis, suite à quoi il y a eu la Convention de 1971 sur les substances psychotropes des Nations Unies, qui a été adoptée dans 183 pays. Et là, on a retrouvé en fait toutes les substances hallucinogènes et psychédéliques connues à l'époque se sont retrouvées dans le premier tableau de cette convention, donc qui est le tableau le plus restrictif, qui stipule que ces substances représentent un potentiel d'abus important, qui n'ont aucun usage médical reconnu et que ces substances n'ont pas de profil sécuritaire. Donc, le profil de ces substances ne serait pas sécuritaire. Donc, ce qui a fait en sorte que la recherche scientifique, c'est pratiquement complètement, pas complètement, il y a encore certaines études qui ont eu lieu au début des années 70, mais ça a quand même mis fin à toute cette vague-là très prometteuse qu'on avait dans les années 50 et 60. Donc, on arrive à la renaissance psychédélique, donc quelques décennies plus tard. Donc, au tournant des années 2000, on a une résurgence des substances psychédéliques en contexte clinique. Et ici, je note probablement l'étude qui a fait le plus parler d'elle, puis qui a vraiment lancé cette renaissance psychédélique qui a été faite à Johns Hopkins par Roland Griffiths et son équipe.
Et on regarde le titre ici, qui est Psilocybin can occasion mystical type experiences having some substantial and sustained personal meaning and spiritual significance. Donc, comme coup d'envoi de la Renaissance psychédélique, c'est quand même majeur. Donc, on parle non seulement de bénéfices thérapeutiques et psychologiques à long terme, mais on parle ici d'expériences mystiques, littéralement, dans le titre de l'étude. Donc, c'est une étude qui a été faite avec 32 participants qui n'avaient jamais consommé de substances psychédéliques. Et l'autre critère, c'était d'avoir des participants qui étaient régulièrement impliqués dans des activités religieuses ou des pratiques spirituelles. Donc, des gens qui étaient déjà enclins à l'expérience religieuse ou spirituelle. Et parmi ces participants-là, 61% auraient eu une expérience mystique complète. Je vais expliquer plus tard à quoi ça correspond. 67% on dit que cette expérience-là était parmi une des 5 expériences les plus significatives de leur vie. 38% parmi les 5 expériences les plus spirituellement significatives de leur vie. Et 33% la considéraient comme l'expérience la plus spirituellement significative de leur vie. Et ils ont fait un suivi 14 mois plus tard et les résultats n'avaient pas changé, ça n'avait pas diminué. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout les études concernant les troubles médicaux. Donc, les substances psychédéliques sont des nouvelles modalités thérapeutiques qui peuvent contribuer à la prise en charge de divers troubles psychologiques. Donc, ici, moi, je me suis intéressé particulièrement à la détresse en fin de vie, aux dépendances et à la dépression majeure. Donc, la détresse en fin de vie et les dépendances, c'est les 2 types de conditions qui sont les plus étudiées en psychothérapie assistée par les substances psychédéliques depuis les années 50. Et la dépression majeure est quelque chose qui est plus récemment, qui a été introduite dans les études cliniques et qui est aussi très prometteur. Donc, pour commencer avec la détresse en fin de vie, quand on parle de détresse en fin de vie, donc face à un pronostic de mort imminente ou mort prochaine, donc dans une situation d'un cancer incurable particulièrement, donc on a des effets d'anxiété, de dépression et de démoralisation. Ces effets-là, en fait, ont pour effet négatif aussi de réduire l'adhérence des patients au traitement. Donc, c'est plus difficile d'avoir une efficacité clinique avec les traitements qui sont disponibles. Et les approches d'intervention qui sont actuellement disponibles dans le milieu médical, on a évidemment la médication. Donc, c'est principalement des antidépresseurs et dans certains cas, des benzodiazépines. Et on a également l'accompagnement psychologique et spirituel en fin de vie. Un champ que probablement certains, sinon plusieurs d'entre eux, connaissent bien. Donc, il y a une première étude importante qui a été faite en 2016, encore une fois, à Johns Hopkins par Griffiths et ses collègues, avec 51 patients avec un cancer incurable, avec une dose élevée de psilocybine. Donc, si on regarde les observations, il y a une réduction considérable et persistante des symptômes de dépression et d'anxiété, ainsi que de la peur de mourir. On a également une élévation de la qualité de vie et de l'optimisme en général. Et on a des bénéfices cliniques, en fait, qui sont encore marqués 6 mois après l'expérience. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'estompe rapidement. Donc, 6 mois après l'expérience, les résultats sont pratiquement les mêmes. On a une autre étude qui a été menée au New York University, donc l'Université de New York, par Stephen Ross, avec 29 patients. Encore une fois, simple dose de psilocybine, modérément élevée, mais ici, conjointement avec un traitement psychothérapeutique. On a des observations qui sont ici très similaires, donc des bienfaits cliniques qui sont immédiats, substantiels et prolongés. Selon Ross, c'est du jamais vu dans ce type de traitement-là. Et les effets anxiolytiques et antidépresseurs sont aussi importants plus de 6 mois après l'expérience. Et il y a même une de ses collègues, donc, qui est Gabriela Aguin-Libes,
qui, 4 ans plus tard, a fait un suivi avec 14 des patients de l'étude initiale et entre 60 et 80 des participants répondaient toujours aux critères d'une réponse clinique substantielle. Donc, c'est quand même assez majeur. 4 ans plus tard, avec un seul traitement, et on a des résultats qui sont substantiels. Donc, dans les 2 études, on remarque qu'invariablement, l'expérience psychédélique occasionne une réduction considérable de la détresse et de l'anxiété, une amélioration de l'attitude face à la mort et une amélioration de la qualité de vie. Et dans ces études-là, on a souligné que l'intensité et le caractère mystique de l'expérience s'étaient démarqués comme les principaux facteurs déterminants des bienfaits cliniques. Soit dit en passant, quand je parle du caractère mystique, ça dépend toujours, en fait, de résultats d'outils ou d'échelles psychométriques que je vais détailler un peu plus tard. Pour ce qui est des dépendances, encore une fois, on a des nouvelles modalités thérapeutiques avec les substances psychédéliques et surtout qui tournent autour d'une expérience de type mystique. Donc, ça pourrait vraiment révolutionner, selon les chercheurs, la prise en charge de diverses formes de dépendance. Donc, des dépendances qui sont non nécessairement aux substances psychoactives. Donc, on peut parler de la dépendance au jeu, par exemple, qui pourrait également être traitée avec les substances psychédéliques. Très rapidement ici, dans les années 50, je parlais tout à l'heure de Osmond et Hoffer, en fait, qui était son collègue, qui ont fait des études à l'hôpital psychiatrique de Weyburn, en Saskatchewan, où, selon leur expérience, ils ont vraiment vu un rapport entre le rôle pivot de l'expérience psychédélique, donc l'expérience qui est intense, chez les patients et le phénomène de conversion. Et quand on parle d'un phénomène de conversion, donc c'est un événement, donc il y a vraiment un pivot majeur entre un état initial qui est caractérisé par des attitudes et des pratiques négatives à un état qui est plutôt émancipé avec des attitudes positives et affirmatives. Et tout ça se fait par un acte d'abandon et un lâcher-prise. Donc, Osmond et Hoffer ont remarqué ce pivot-là dans les expériences psychédéliques des gens qui souffraient d'alcoolisme sévère et chronique. Donc, ils ont vraiment misé sur le contexte clinique pour favoriser ce type d'expérience-là, favoriser le lâcher-prise et faciliter une expérience qui était puissante. Par rapport à la dépendance sévère à l'alcool, on a ici à l'Université du Nouveau-Mexique en 2015 une étude qui s'est faite avec une dose modérément élevée de psilocybine. On a des observations qui sont très proches de ce qui avait été remarqué par Osmond en Saskatchewan. Donc, suite à la première séance psychédélique, on avait une réduction notoire de la consommation et la réduction a été observée à tous les points de suivi subséquents. Donc, même plusieurs mois après, il y avait toujours quand même une bonne abstinence et une réduction, sinon, de la consommation. Et ils ont aussi établi une corrélation là, quand même assez manifeste entre l'intensité de l'expérience, la dimension et mystique de cette expérience-là et la consommation et l'état de manque des patients. Il y a une autre étude assez intéressante qui a été faite, elle, à Johns Hopkins, par Matthew Johnson et son équipe, dont faisait partie Roland Griffiths également. Donc, une étude sur le tabagisme, donc pour le traitement du tabagisme, où là, c'est un petit peu particulier comme modalité. Dans ce cas-ci, on avait un programme de cessation structuré de 15 semaines, donc une thérapie cognitive comportementale qui était où on avait 3 séances assistées par la psilocybine, donc avec 1 ou 2 séances à dose élevée. Résultat, 6 mois après le traitement, on avait une abstinence complète chez 80% des patients. Et ça a été testé là, avec des marqueurs biologiques.
Donc, c'est un véritable 80% qui est aussi du jamais vu. Dans les thérapies qui sont actuellement disponibles, le taux de réponse clinique dépasse rarement 35% pour la cessation tabagique. Et également, l'équipe de Johnson ont remarqué là, que vraiment la cessation était manifestement corrélée avec la qualité mystique de l'expérience. Pour ce qui est de la dépression majeure, en fait, c'est une condition qui est quand même assez lourde et qui affecte des centaines de millions d'individus mondialement et dont 20% ne répondent à aucune forme de traitement. C'est là que les substances psychédéliques deviennent intéressantes. Donc, la dépression représente quand même un enjeu de santé majeur pour la santé publique. Il y a une étude qui a été faite, la première étude qui a été faite pour voir l'efficacité d'une substance psychédélique dans le traitement de la dépression, a été faite au Imperial College London par Robert Carhart Harris. Ici, on avait 12 participants. Il y avait un support psychologique avant, pendant et après l'expérience. Et je vous amène ici directement aux résultats où on a 67% des patients qui avaient une rémission complète observée une semaine après le traitement. 3 mois plus tard, on avait encore 58% des patients avec une réduction marquée de la dépression. Et 3 mois plus tard, on avait quand même 42% des participants qui étaient encore en rémission complète. Donc, la dépression n'est pas revenue, ne s'est pas manifestée. Et Carhart Harris et son équipe ont fait une autre étude avec exactement les mêmes modalités, donc le même protocole de recherche, mais avec cette fois-ci 20 patients. Et c'est tous des patients qui étaient en dépression majeure sévère et réfractaire, donc résistants à toute forme de traitement. Donc, ils ont vu une réduction des mesures de dépression, de suicidabilité et de dysfonction sexuelle chez tous les participants ayant complété l'étude. Et c'est drôle parce qu'ils ont noté que les 3 facteurs qui avaient le plus influencé ce changement-là, selon l'échelle qu'ils utilisaient, ils ont utilisé l'acronyme USB. Donc, c'est 3 facteurs qui ont combiné en un seul parce qu'il y a une étroite corrélation de ces 3 facteurs-là. Et ce facteur-là qui est le facteur USB pour Unity, Spiritual et Blissful, qui a une corrélation importante avec la réduction des symptômes de dépression. Bien sûr, ce n'est pas les seuls facteurs qui vont influencer le traitement. Comme dans beaucoup d'études, j'ai passé vite là-dessus, puis on n'a pas le temps d'aborder tout ça. Mais même si l'expérience de type mystique est vue comme le principal facteur qui va influencer les bénéfices psychologiques et thérapeutiques, il y a quand même d'autres facteurs qui sont impliqués. Il nomme ici le déblocage émotionnel qui est amené par les substances psychédéliques, un état de catharsis, de reviviscence de traumatismes ou d'événements importants, des révélations sur le moi ou sur les relations et un acte d'abandon. Donc, autrement dit, c'est juste pour nuancer un peu la chose, que l'occurrence d'une expérience de type mystique n'est pas un prérequis essentiel pour les bienfaits thérapeutiques des substances psychédéliques. Je vais passer rapidement ici sur comment l'expérience psychédélique et mystique est vue par les neurosciences, donc avec différentes formes d'imagerie. Pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, voir les mécanismes qui sont sous-jacents à l'expérience mystique ou à la dissolution de l'ego. Donc, encore une fois, on a l'équipe du Imperial College London qui parle beaucoup du mode par défaut. Donc, les substances psychédéliques auraient pour effet principal une dérégulation de certains centres de contrôle avec une connectivité dense. Donc, une baisse de l'intégrité des circuits, des réseaux cérébraux. Donc, le mode par défaut qui se trouve mis en échec par les substances psychédéliques, c'est un système qui a une influence hiérarchique entre le cortex et d'autres régions du système nerveux.
Ça conditionne largement notre conscience éveillée et ça joue un rôle fonctionnel important dans la conscience du soi et dans la construction de l'ego. Donc, avec l'effondrement de l'activité du mode par défaut, on se retrouve avec un état qui est défini comme un état de conscience primaire. Donc, un état qui est anthropique, non contraint et hyper associatif. On voit ici, c'est une image qui est tirée d'une de leurs études, où on a un comparatif entre un cerveau sous placebo et un cerveau sous psilocybine, où on voit vraiment qu'il y a une activité ou une communication, une interconnectivité vraiment accrue. Donc, toutes les régions du cerveau se trouvent à communiquer ensemble, ce qui amène une perspective nouvelle. On parle également d'un état de plasticité neuronale. Donc, c'est un état malléable qui permet la révision de biais cognitifs, donc des traits qui sont rigidifiés ou pathologiques. Donc, qui sont souvent en cause des troubles qu'on a vus dans cette présentation. Donc, pour venir plus spécifiquement avec l'expérience de type mystique et sciences cognitives, donc, quand on parle d'expérience mystique en psychiatrie, on se base toujours sur des données qui proviennent d'échelles psychométriques. Il y a quand même plusieurs échelles qui sont utilisées pour évaluer les effets subjectifs aigus d'une substance psychédélique. J'en note ici quelques-uns. Comme on est déjà rendu à la presque fin, je vais aller directement au principal, donc le Mystical Experience Questionnaire. Même si les autres ont à peu près toute la même source. Donc, pour ce qui est des items qui sont contenus. Pardon. Donc, d'emblée, évidemment, les expériences mystiques qui sont visées par le Mystical Experience Questionnaire ne sont pas conceptuellement liées au contexte religieux. Ça a été conçu par Walter Pahnke pour son expérience du Good Friday Experiment, donc où ça permet de voir une concordance entre un état vécu et un modèle théorique qui représente ce que constituerait une expérience mystique. Et les différentes versions du MEQ, on va utiliser l'acronyme ici, ça découle explicitement du modèle typologique de l'expérience mystique qui a été formulé par Walter Terence Stace dans son ouvrage Mysticism and Philosophy, qui a été publié en 1960. Ici, il y a deux formes de Mystical Experience Questionnaire. Je vais détailler plutôt sa version longue qui a 7 sous-échelles. Donc, en fait, les sous-échelles qui sont les principaux critères qui permettraient de catégoriser ou de définir une expérience mystique. Et ça, encore une fois, c'est littéralement tiré et ça découle du modèle typologique de Stace. Donc, tout d'abord, on a un sentiment d'unité interne, donc une perte identitaire du soi ou de l'ego, une expérience de pure conscience, expérience de fusion et d'unité avec une réalité ultime. On a un sentiment d'unité externe, donc perte de différenciation, unité du soi avec les objets ou les personnes de l'environnement, perception de l'unité ou de l'interconnectivité entre toutes choses. Donc, on a l'impression que tout est un. On a une transcendance du temps et de l'espace, donc sentiment d'éternité ou d'infini, le sentiment d'être en dehors du plan temporel ou des contraintes spatiales. On a un caractère sacré, ineffabilité, pardon, avant, et paradoxalité, donc une difficulté à exprimer l'expérience, comme j'ai dit plus tôt. On a le caractère sacré, donc émerveillement, révérence, sentiment d'humilité profonde devant ce qui est perçu ou vécu. Et on a la qualité noétique, qui est un autre facteur, qui est le sentiment que cet état de conscience est plus vrai que la conscience ordinaire. Donc, un sentiment d'avoir accès à une connaissance qui est intuitive de la réalité ultime. Et c'est une expérience qui est considérée comme une source de connaissances valide. Et finalement, on a comme autre facteur l'humeur positive profonde. Donc, ces différents facteurs, quand on parle d'une expérience mystique complète, donc Griffiths, quand il parle d'une expérience mystique complète, c'est quelqu'un qui aurait
un score, un résultat de 60% pour chacune de ces catégories-là. Évidemment, si on a une ou deux de ces facteurs-là dans notre expérience, on n'a pas nécessairement une expérience mystique. Donc, voilà ce qu'englobe l'expérience mystique selon ce questionnaire. Et on a d'autres échelles aussi qui sont utilisées, le Hood Mysticism Scale, qui a à peu près les mêmes facteurs aussi, mais répartis de manière différente. Donc, je vais conclure avec ça. Donc, on voit vraiment ici qu'on a un héritage de Walter Stace, donc vraiment la prise en compte de l'expérience du type mystique dans le champ des sciences cognitives au cours de la Renaissance psychédélique, puis même dans les années 60, découle, ça repose essentiellement sur le modèle définitionnel de Stace. Malheureusement, je vais devoir passer très rapidement là-dessus, mais le mysticisme a quand même été une source de conflits épistémologiques importants, particulièrement entre l'approche pérennialiste, qui est représentée par exemple par William James, Aldous Huxley, Walter Stace et Robert Forman plus récemment, qui va à l'encontre de l'approche constructiviste qui est représentée par exemple par Robert Zehner et Stephen Katz. Donc, qui a été quand même un paradigme qui a quand même été assez important, assez répandu dans l'étude des phénomènes liés au mysticisme. Donc, la Renaissance psychédélique, ça concourt vraiment avec une résurgence de la perspective pérennialiste dans le milieu scientifique. Désolé si je dois faire ça en accéléré, mais donc la perspective pérennialiste, tout simplement, c'est qu'il croit que les expériences mystiques évoquées dans la religion, dans la littérature religieuse, révèlent une base phénoménologique commune, universelle et sans médiation. Donc, c'est ce que Stace a appelé le Common Core. Donc, il y a des caractéristiques fondamentales, essentielles, qu'on peut voir à travers toutes ces expériences qui sont relatées dans la littérature religieuse. Et évidemment, en conjecturant que l'expérience mystique représente un contact immédiat et direct avec un principe absolu, les pérennialistes ont stipulé que ce type d'expérience était transculturel, donc au-delà de toute forme d'interprétation. Robert Forman a décrit l'état mystique comme un état de pure conscience, donc où on a une unité interne indifférenciée, sans contenu empirique et infini. Donc, un état sans aucun contenu sensoriel et mental, mais un état quand même conscient. Et cet état de non-dualité sera attribuable à un processus de retrait ou de désengagement des structures cognitives et linguistiques. Donc, selon lui, c'est vraiment une expérience directe de la conscience humaine elle-même. Donc, à l'opposé de ça, on a la perspective constructiviste, particulièrement Katz, qui disait qu'il n'existe aucune forme d'état de pure conscience. Donc, l'expérience est toujours dépendante des structures mentales, linguistiques et culturelles qui nous constituent. Donc, toute expérience mystique serait préconditionnée par son contexte, ainsi que par les intentions et les attentes qui y mènent. Donc, les mystiques de différentes traditions ou de différents contextes religieux ne pourraient en aucun cas avoir d'expérience phénoménologiquement identique. Voilà. Donc, il y a vraiment une affinité naturelle entre la perspective pérennialiste, qui permet de considérer l'expérience mystique en dehors des contextes religieux, et la prise en compte de l'expérience dans les sciences cognitives. Et même historiquement, ça date, on peut retracer ça jusqu'à William James, qui a été un des premiers à stipuler que certains états de conscience modifiés par une action chimique pouvaient être considérés mystiques sur le plan phénoménologique. Donc, William James, qui lui-même avait expérimenté avec beaucoup de substances, dont la mescaline, l'éther et le protoxyde d'azote, donc autrement dit, le gaz hilarant. Par contre, c'est Aldous Huxley qui a vraiment solidifié le lien
entre état mystique et expérience psychédélique. Donc, avec ses écrits The Doors of Perception, qui a publié en 1954, et Heaven and Hell, qui a été publié 2 ans plus tard. Donc, et même là, il y a un parallèle qui a été noté par Carhart Harris du Imperial College London, où Huxley, en fait, proposait que le cerveau et le système nerveux agissaient un peu comme une valve de réduction, donc qui permettait de réduire l'expérience totale et globale, disons, de la réalité pour en faire quelque chose qui soit navigable puis pour qu'on conserve uniquement ce qui nous permet de fonctionner normalement. Donc, le cerveau, un peu comme le mode par défaut, agirait comme une valve de réduction. Et les substances psychédéliques permettraient d'ouvrir les portes de la perception, pour utiliser l'aphorisme de William Blake. Donc, ça permettrait d'ouvrir la conscience à une perception plus complète, directe et profonde de la réalité ultime. Quelque chose que Huxley qualifiait de mind at large. Évidemment, Huxley a été sévèrement critiqué par Zener et Houston Smith, évidemment, de l'Université Harvard, a pris part au débat. Je ne rentrerai pas ici dans les détails juste pour aller plus rapidement. Donc, en fait, en conclusion, je voulais juste ici amener l'idée que l'expérience psychédélique ou l'expérience mystique en psychothérapie ou en soi n'est pas une fin en soi. Donc, face à ces critiques, Huxley a dit que, bon, tout d'abord, l'expérience mystique résulte d'une manière ou d'une autre d'un conditionnement chimique du système nerveux. Donc, que ce soit par différentes pratiques religieuses, les pratiques religieuses amènent une modification neurochimique. Donc, toute substance, toute expérience mystique résulte de ça. Et l'expérience mystique, en fait, est un espace liminal d'où un individu qui est libéré de ses filtres restrictifs qui agissent normalement sur sa conscience sera en mesure d'analyser et de surmonter des éléments conflictuels de la vie moderne et de sa propre existence. Donc, autrement dit, ça dit que certains efforts doivent être mobilisés pour que les prises de conscience puissent imprégner et transformer la vie de l'individu qui a cette expérience-là. Et quand on parle des fruits de l'expérience mystique, William James, dès le début du mouvement pérennialiste, a dit que les états mystiques ne pouvaient être considérés de manière empirique, bien sûr, donc sur le plan scientifique, qu'en fonction de leurs fruits, donc de ce qui est visible, de ce qu'on peut documenter, les racines étant inaccessibles, donc la source étant inaccessible. Et Pankey avait dit également que la qualité mystique d'une expérience devait surtout être considérée en fonction des effets bénéfiques dans la vie de celui qui l'a vécu. Donc voilà, en conclusion, on peut dire que dans le contexte actuel des sciences cognitives, la perspective pérennialiste a vraiment favorisé une véritable mise en valeur de l'expérience mystique qui est catalysée par les substances psychédéliques en fonction de ses fruits, donc en fonction des bénéfices psychologiques et thérapeutiques qui lui sont attribuables. Donc, je vous laisse ici mon adresse courriel, évidemment, si vous avez des questions, propositions, si vous souhaitez discuter de la chose. Donc, je suis tout à fait disponible et je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé encore une fois, c'est un gros sujet. J'en ai très long à dire et c'est un peu difficile parfois de tourner les coins ronds. Donc, je vous remercie d'avoir regardé votre attention là, tout au long de la présentation. Alors, je vois qu'il y a déjà une question. Allez-y. Bonjour, merci beaucoup, M. Plourde. Vous n'avez pas abordé le mot entéogène. Vous n'avez... je m'attendais aussi, dans le domaine mystique, d'entendre parler de les fonctions hippocampe, hypophyse, là, qui vont générer des tryptamides à la fin de la vie. J'imagine que c'est parce qu'il manquait de temps ou que c'est un autre sujet plus compliqué. J'aurais aimé entendre parler de ça. Bien, je vous remercie.
Ben, en fait, dans mon mémoire de maîtrise, je parle quand même du terme entéogène. Puis aussi, j'explique pourquoi je n'utilise pas le terme. Donc, le terme entéogène qui a été développé là, par Carl Rock, Gordon Wasson et puis d'autres chercheurs pour, en fait, tout comme Huxley puis Osmond trouvaient un terme pour, en fait, avoir un terme un peu plus neutre comparativement au terme psychotomimétique qui était utilisé ou hallucinogène. En fait, avec la fin des années 60, le terme psychédélique est devenu associé à un paquet de préjugés, de prénotions, était plus difficile à accepter dans un contexte scientifique. Donc, ces chercheurs-là ont cherché un nouveau terme, donc entéogène, donc qui génère un divin immanent. Donc, c'est surtout un terme qui est utilisé en anthropologie, donc dans l'étude de l'utilisation rituelle ou sacramentale de substances psychédéliques ou hallucinogènes, que ce soit l'ayahuasca ou le peyote ou différentes substances là, l'Afrique en est pleine aussi. Donc, le terme entéogène, d'une part, c'est un terme qui est surtout utilisé en anthropologie, dans l'étude de ces traditions-là. C'est un terme aussi qui peut en quelque sorte être trompeur quand on parle d'expérience avec le LSD ou la psilocybine, étant donné que l'expérience psychédélique ne sera pas nécessairement mystique. Donc, c'est une possibilité, mais ce n'est pas donné que l'expérience va générer un divin immanent. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé le terme. Au début, je pensais quand même en parler brièvement, expliquer l'origine du terme et comment c'est utilisé, mais c'est une des diapositives que j'ai dû couper de ma présentation. Pour ce qui est des substances qui sont endogènes, en fait, qu'on retrouve dans le cerveau et qui sont sécrétées au moment de la mort, en fait, on parle surtout de la diméthyltryptamine, donc la DMT, qui est contenue dans la glande pinéale principalement, ou qui serait contenue dans la glande pinéale et qui serait relâchée au moment de la mort, donc qui faciliterait en quelque sorte le passage vers un certain au-delà. Mais étant donné que mon étude, c'était vraiment spécifiquement la psilocybine et le LSD là, qui étaient concernés et non la DMT, là, qui est vraiment quelque chose, même si ça fait partie de la même catégorie, la même classe des tryptamines, disons que la DMT est quelque chose de très particulier, là, vraiment quelque chose d'à part. Donc, quand on parle d'ayahuasca, c'est quand même radicalement différent comme expérience. Mais merci pour la question. Moi, j'avais encore un autre commentaire. Allez-y. Dans le chocolat, est-ce qu'il y a des tryptophanes? Est-ce qu'il y a des tryptamines? J'ai entendu dire que le chocolat à forte dose pouvait induire quitter le mode par défaut. Ben oui, c'est sûr que dans certaines cultures, donc encore une fois, dans le bassin mésoaméricain, on a parfois des thérapies qui se font avec du cacao. Et même chose avec le tabac également. Tu sais, c'est les curanderos sud-américains, surtout dans le bassin amazonien, utilisent le tabac également comme substance hallucinogène. Et ici, on a de la difficulté à imaginer la nicotine comme ayant un effet psychoactif comme ça. Mais évidemment, premièrement, le type de tabac qui est utilisé est différent et la quantité, évidemment, est astronomique. Donc, ils font vraiment une concoction de tabac qui macère pendant quelques jours avant d'être ingéré. Et ça a vraiment des effets puissants, des effets divinatoires ou des effets là, dans le traitement là, de différentes maladies qui est utilisé là, par le chaman. Pour ce qui est du chocolat, spécifiquement là, pour les molécules qui seraient actives, ça, je ne pourrais pas commenter malheureusement. Si. On sait tous que le chocolat est une source de bien-être. Monsieur Léonard, voulez-vous y aller? Oui. Allez-y. Monsieur Plourde, vous avez cité
plusieurs recherches ou études en neurosciences, Mhm. mais le nombre étudié est très restreint pour être crédible. Qu'en pensez-vous? Euh, Pardonnez-moi, j'ai mal compris la fin ou. Mais le nombre étudié de patients en neurosciences pour Mhm. l'université est très faible. Alors, qu'en pensez-vous? Ben, c'est certain que j'ai cité seulement les principales études. Il y en a quand même beaucoup plus dont j'ai pas fait part ici dans ma présentation. Je m'en suis tenu aux principales. Et c'est certain qu'une des principales raisons, c'est que c'est très coûteux. Les études qui sont faites qui concernent les substances psychédéliques ou hallucinogènes sont très coûteuses. Évidemment, qu'on parle d'imagerie en laboratoire, c'est quelque chose aussi qui, quand même, qui doivent mobiliser beaucoup de ressources. Comme présentement, ce n'est pas encore subventionné par des gouvernements, la plupart de ces études-là sont subventionnées par des individus. Donc, c'est vraiment des donateurs, des gens qui sont intéressés, qui sont impliqués et qui font des dons à ces centres de recherche-là. Aux États-Unis, c'est beaucoup Silicon Valley qui investit beaucoup dans la recherche qui est faite à Johns Hopkins et dans d'autres universités. En Europe, il y a certaines fondations qui vont ramasser des fonds et permettre d'investir là-dedans. Mais c'est sûr qu'à la base, c'est vraiment une question de coûts et de ressources. Mais il y a aussi beaucoup d'études, comme je disais, là, que je n'ai pas mentionnées dans ma présentation. Puis il y en a beaucoup qui ont été faites depuis moi, ma période, j'arrêtais en 2019 parce que si je continuais, j'étais en rédaction de mémoire et puis il y avait encore beaucoup d'études qui sortaient. Puis depuis l'an dernier, il y a quand même plusieurs études, surtout qui sont très intéressantes là, pour l'état de la neuroplasticité. Donc, par exemple, les substances comme la psilocybine pourraient permettre d'inverser les effets dégénératifs de l'Alzheimer ou d'autres conditions dégénératives, donc en permettant de réactiver des circuits neuronaux qui sont morts ou qui sont éteints. Donc, il y a quand même beaucoup d'études là, qui sont faites, qui sont présentement en cours, puis qui ont été publiées depuis que j'ai complété mon mémoire. Merci. Ça fait plaisir. Merci. On va passer la parole à M. Dorval. Oui, bonjour. D'abord, félicitations pour votre présentation, votre travail de maîtrise, très intéressant, très Merci. bien résumé. Vous n'avez pas parlé du microdosage dont on entend parler de plus en plus et pour lequel on reconnaît des bénéfices thérapeutiques aussi. Par contre, il n'y a pas d'expérience mystique, en tout cas, à moins que je me trompe, avec le microdosage. Comment vous pouvez réconcilier ces différents aspects-là? Oui, ben en fait, ça aussi, initialement, j'ai pensé en glisser un tout petit mot. Donc, on entend beaucoup parler de microdosage pour le traitement notamment de l'anxiété au quotidien. Donc, habituellement, un programme de microdosage, donc c'est une dose qui est vraiment sous le seuil psychoactif et où une personne va, par exemple, microdoser pendant 3 jours consécutifs, va prendre quelques jours sans microdosage et va recommencer comme ça. Et effectivement, il y a des effets qui sont très intéressants. Dans ce cas-ci, c'est des effets qui sont plutôt pharmacologiques. Donc, on parle vraiment de l'action sérotoninergique des substances plutôt que de l'expérience comme telle. Donc, c'est sûr que dans le cadre de ma recherche, c'est vraiment le côté expérientiel, donc le côté phénoménologique de l'expérience qui m'intéressait. Euh, donc, effectivement, avec le microdosage, on n'a pas d'expérience psychédélique, on n'a pas non plus d'expérience mystique. Donc, c'est quelque chose qui va plutôt agir sur le plan pharmacologique. Donc, vraiment avec l'action sur les réseaux de la sérotonine et les circuits qui sont ramifiés là, par la sérotonine. Donc, c'est des effets qui sont très intéressants
Il y a d'autres conditions médicales aussi dont je n'ai pas parlé qui sont traitées avec du LSD ou de la psilocybine, mais où encore une fois, l'action, c'est vraiment pharmacologique, donc sur le plan sérotoninergique et non sur le plan de l'expérience. Donc, par exemple, on parle de la céphalie vasculaire de Horton, qui est ce qu'on appelle en anglais les cluster headaches, qui est une condition qui est invivable pour ceux qui en souffrent. Puis ils se sont rendus compte que les gens qui souffraient de cette condition-là, donc pour ceux qui ne connaissent pas la condition, c'est en fait comme des migraines qui sont d'une intensité telle que les gens qui ont une attaque qui est très centralisée, qui est très précise, vraiment comme un pic à glace, là, un endroit très précis dans la tête, les gens doivent souvent se faire mal ailleurs pour changer le mal de place. Puis il n'y a aucun traitement actuellement disponible. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est prendre un masque d'oxygène pur qui va aider à mieux respirer puis à diminuer la douleur. Mais les gens qui consomment du LSD, des champignons magiques, ont remarqué que, premièrement, les attaques étaient moins fréquentes. Des fois, il y avait une plus grande période de rémission, donc plutôt qu'avoir quelques attaques par semaine, les gens avaient plutôt une attaque par mois et l'attaque était beaucoup moins importante. Encore une fois, ce n'est pas l'expérience psychédélique, ce n'est pas l'expérience mystique que cet effet-là, c'est vraiment un effet qui est pharmacologique dans ce cas-là. Même chose pour le trouble obsessionnel compulsif. Il y a des traitements importants qui sont faits avec le LSD, la psilocybine pour le THC, qui, encore une fois, c'est vraiment, ça découle de l'action sérotoninergique des substances et non de l'expérience. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas parlé ni dans mon mémoire, je les mentionne, mais je ne suis pas rentré dans les détails pour cette raison-là. Donc, même chose pour le microdosage. Merci, Non, Louis. non le moins intéressant. On a 2 mains levées, donc M. Stéphane, puis M. Couture après. M. Couture d'abord, s'il vous plaît. Oui, OK. Oui, merci beaucoup. C'était fort intéressant. Vous m'entendez bien, oui? Oui, très bien, merci. Je comprends qu'effectivement, votre recherche était reliée aux les substances psychédéliques avec les expériences mystiques, mais quelles sont les réactions des autorités, on pourrait dire religieuses, ou quoi que ce soit, face à une certaine forme de démocratisation de l'expérience mystique? Alors qu'auparavant, ça faisait partie presque d'un bénéfice de faire partie du groupe. Oui, puis c'est une excellente question, merci, parce que c'est un sujet, en fait, que je prévoyais aborder dans ma présentation, mais que j'ai dû contourner un peu. Comme je disais, en fait, brièvement, c'est sûr que ça a suscité beaucoup de débats entre les philosophes, les théologiens au courant des années 50, 60 et après. Aujourd'hui, on retrouve quand même une meilleure ouverture peut-être à ce niveau-là. Il y a quand même des études qui sont en cours où les gens qui sont invités à participer, donc des gens sains en quelque sorte, qui ne souffrent d'aucun trouble psychologique et qui sont des gens qui sont donc qui occupent des fonctions religieuses, donc des gens du clergé, des rabbins, des moines bouddhistes qui participent à ces études-là pour essayer de voir justement des parallèles et puis comment eux perçoivent l'expérience psychédélique ou l'expérience mystique qui est occasionnée dans ces cadres-là. Mais c'est certain qu'il y a quand même encore une résistance. Puis la résistance, c'est vraiment selon notre approche. Tu sais, quelqu'un qui conçoit qu'une expérience mystique, c'est une grâce divine, donc de quelque chose qui doit avoir une origine. Donc, quand on a une approche qui est ontologique, donc que l'expérience mystique se doit d'avoir une source divine, c'est certain que c'est impossible de considérer l'expérience psychédélique comme étant mystique. Ou sinon, c'est quelque chose qui serait juste similaire, mais pas identique. Donc, ça dépend vraiment de notre perception, de notre approche. Mais il y a vraiment une volonté, puis ça, c'est très explicite dans les études, une volonté de faire reconnaître
l'état de conscience mystique à l'extérieur, justement, du champ religieux. Donc, c'est vraiment un emprunt langagier, c'est un emprunt théorique où on va chercher tout le langage, toute la théorie qui a été développée dans le champ des sciences religieuses et on amène ça à l'extérieur, à l'intérieur du champ des sciences cognitives, donc qui sont deux champs qu'on voyait traditionnellement comme étant pratiquement opposés. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui disent vraiment avoir la volonté de sortir l'expérience mystique du contexte religieux dans le but de la faire reconnaître comme un état psychologique fondamentalement humain qui est accessible à tous avec les bonnes conditions, les bons ingrédients en quelque sorte, ou avec les bonnes pratiques. Mais donc, il y a effectivement une volonté de démocratiser l'expérience mystique. Puis ça, c'est vraiment, à mon avis, c'est une très belle volonté de faire reconnaître cet état-là. Et les études avec les psychédéliques, c'est justement que ça permet de reconnaître l'état mystique à l'intérieur de la psychiatrie, en psychologie, même en neurosciences. Je veux dire, on n'aurait pas vraiment parlé d'expérience mystique dans le cadre des neurosciences avant la renaissance psychédélique. Donc, c'est vraiment un état qui est maintenant reconnu comme légitime. Par contre, c'est certain que je n'ai pas beaucoup consulté la littérature en théologie ou en sciences des religions qui s'opposerait ou qui aurait une autre approche, étant donné que mon étude, c'était vraiment de voir comment la question de l'expérience mystique émane du champ des sciences cognitives, des sciences cognitives avec les études actuelles. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Allez-y, Monsieur Stéphane. Concernant le champignon et la psilocybine, je crois que la psilocybine, c'est pas elle qui s'en va directement au cerveau, elle est convertie par l'acidité en psilocine Oui. avant de pouvoir fonctionner. Ma question, c'est que je me pose la question, les pharmaceutiques ou les épurateurs de psilocybine, en faisant un produit qui est unique et facilement dosable, est-ce qu'on ne pousse pas du revers de la main toute la belle chimie qu'il y a dans la partie entière du champignon, la norbaocystine, la baocystine, d'autres choses qui peuvent amener à l'expérience mystique telle qui a été faite par les courants d'Era? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est sûr que dans le milieu scientifique, il y a plusieurs raisons pourquoi ils sont allés vers la forme isolée synthétique. C'est sûr que principalement, c'est pour vraiment contrôler le dosage de manière très précise. On sait très bien qu'avec un champignon qui est vivant, donc les fruits du mycélium, il y a une grande variabilité dans la force, donc ce qui est contenu en psilocybine. Donc, en fonction de la maturité du spécimen, en fonction du temps de l'année, en fonction de la façon dont il est cultivé. Donc, il va toujours y avoir quelque chose qui est variable. Donc, c'est sûr que dans le contexte scientifique, c'est important d'avoir quelque chose qui peut être précisément contrôlé. Et là, quand on parle en microgrammes par kilogramme, c'est un contrôle qui est très précis. Également, c'est que c'est quelque chose qui est synthétique passe toujours mieux, disons, pour les protocoles de recherche. Mais je suis tout à fait d'accord qu'on laisse un peu de côté l'espèce de chimie naturelle qui s'est développée à l'intérieur de ces champignons-là. Puis une chose dont je n'ai pas parlé non plus, c'est qu'en étudiant la constitution des champignons hallucinogènes psychédéliques et des réseaux de sérotonine dans le cerveau, il y a beaucoup de chercheurs qui ont suggéré qu'il y a vraiment une évolution parallèle. Donc, on peut retracer la consommation des champignons psychédéliques quand même à plusieurs millénaires. Là. Puis, il y a même des gens qui émettent la théorie que le langage, la pensée symbolique, la pensée religieuse
vraiment aurait été occasionné, ou disons propulsé par l'expérience de l'Homo sapiens avec les champignons psychédéliques. Donc, il y a vraiment une coévolution entre notre espèce et le monde végétal, donc entre les champignons et le cerveau humain. Donc, effectivement, on ne peut pas négliger ça, mais c'est quand même plus difficile là, à amener un spécimen qui soit vivant ou séché dans le cadre d'une étude clinique. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous là, qu'il y a quand même une chimie très complexe et, à l'intérieur du champignon et entre le champignon et notre cerveau. Madame Gamache, qu'on n'a pas entendu encore, si vous voulez intervenir, Madame, allez-y. Merci, Madame Lessard. Merci, Monsieur Plourde. Très belle présentation, très intéressante, très accessible surtout. Bon, bien sûr, on comprend que les substances psychédéliques n'entraînent pas de dépendance, du moins physiologique. Mais avec cette renaissance-là, moi, je constate beaucoup, il y a comme une espèce de course à l'expérience mystique, une course à l'illumination. Bon, le tourisme chamanique en est une belle preuve, entre autres, avec l'ayahuasca. Est-ce que dans votre étude, vous vous êtes intéressé à ça, à cette espèce de dépendance ou de course qui se crée, surtout dans un contexte socio-psychologique où les gens sont en carence, puis où les ressources, que ce soit pharmacologiques ou psychothérapeutiques, sont disons, bien en deçà de la demande, là. Ben, c'est pas quelque chose que dont j'ai pris compte dans mon mémoire comme tel. C'est sûr que c'est quelque chose qui personnellement m'intéresse, que j'ai étudié aussi en dehors de ma recherche de mémoire comme telle. Et effectivement, il y a quand même de plus en plus là, une course à l'expérience mystique, à l'expérience transformatrice, à l'expérience religieuse, spirituelle qui est vécue. Et effectivement, l'ayahuasca est vraiment au centre de tout ça. Donc, il y a beaucoup de retraites, donc des endroits où on a une forme de tourisme psychédélique, littéralement. Donc, des centres de retraite en Amérique du Sud. La Jamaïque a quand même plusieurs centres de retraite. On a de plus en plus aussi de cliniques, parfois clandestines ou semi-clandestines, donc des centres de traitement qui prolifèrent là, en Amérique, en Europe, il y en a énormément aussi. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui vont effectivement aller dépenser plusieurs centaines, voire quelques milliers de dollars pour aller passer une semaine dans un centre de retraite où ils vont avoir une ou deux expériences avec l'ayahuasca, des thérapies avec le kambo, qui est une grenouille qui a des propriétés purgatives. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont disponibles. Il y en a de plus en plus. Il y a l'iboga aussi, qui est une substance qui vient d'Afrique, qui serait vraiment miraculeuse pour le traitement des dépendances aux opiacés. Donc, il y a beaucoup de gens qui font de la recherche là-dessus. Il y a énormément de chamans urbains qui s'improvisent. Donc, qui ont fait quelques retraites et qui ont accès à une substance et qui vont la rendre disponible aux gens qui sont intéressés. Donc, il y a beaucoup de groupes de discussion sur Facebook. Donc, c'est quelque chose que j'ai quand même surveillé, que je survole, sans nécessairement documenter, mais qui est quelque chose que je trouve intéressant. D'une part, c'est sûr que l'ayahuasca a beaucoup fait parler dans les dernières années. On a au Québec deux églises, donc deux groupes religieux, donc le Santo Daime et le União do Vegetal, donc le UDV, qui peuvent importer l'ayahuasca légalement, donc étant donné qu'ils entrent dans une catégorie de traitement pas de culte, mais de pratiques religieuses. Donc, comme pratique religieuse, ils peuvent importer, ils peuvent distribuer l'ayahuasca, en donner à leurs membres.
Donc, il y a beaucoup de gens qui cherchent à rejoindre ces églises-là. Et ça aussi, quand même, ça se multiplie au Québec et ailleurs dans le monde. Donc, oui, il y a une course à ça. Il y a peut-être un sentiment d'espoir aussi. Ce que je remarque beaucoup, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions comme ça. Ah, ben, j'ai tel trouble, penses-tu que ça pourrait m'aider? J'ai telle situation, penses-tu que ça pourrait m'aider? Donc, il y a des gens qui vont vraiment avoir des gens qui sont peut-être désespérés face à ce qui est actuellement disponible, qui ont de la difficulté à régler un problème psychologique, un problème personnel, un problème dans leur histoire personnelle, des traumatismes, des choses comme ça, et qui se tournent vers les psychédéliques. Et parfois, il n'y a pas vraiment de safety net en bon français. Donc, ils se mettent à chercher sur Internet et OK, il y a un centre là qui me propose ça, il y a un chaman urbain sur Facebook qui me propose ça. Et donc, c'est sûr qu'il y a des risques qui sont liés à ça. Mais plus ça se développe et plus la chose va devenir accessible en quelque sorte dans des contextes qui sont plus contrôlés. C'est probablement, puis avec l'information aussi, on a de plus en plus d'informations qui est très correcte, là, puis très fiable. Donc, c'est ça. Il suffit de savoir comment chercher. Mais effectivement, là, il y a vraiment beaucoup de gens qui se tournent vers l'expérience psychédélique et vers l'expérience mystique là, dans un désir profond d'améliorer leurs conditions. J'espère avoir répondu à la question. Là. Je semble avoir peut-être bifurqué un peu, là, mais mon cerveau fonctionne. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, M. Couture, je pense que vous vouliez reprendre la parole. Oui, j'avais une autre question. Vous avez parlé beaucoup des effets, on pourrait dire, thérapeutiques des substances pas hallucinogènes, mais psychédéliques, entre autres choses, puis de l'efficacité que ça pouvait avoir, entre autres choses, de traiter une dépression profonde dans l'espace de très peu de temps ou de quelques doses. Ça ne fait peut-être pas partie de votre thèse, je ne sais pas, ou mais de vos réflexions. Est-ce qu'il y a de l'avenir pour ça? Parce que il me semble que c'est pas payant pour des compagnies d'avoir quelque chose qui est aussi efficace que ça. Et il me semble que ça enlève une clientèle à long terme. Effectivement. Ça, c'est un très bon point. Puis c'est pour ça, en fait, qu'on soupçonne déjà que quand même des gros joueurs de l'industrie pharmaceutique, Big Pharma, évidemment, n'aiment pas trop ça. Tu sais, si on enlève quelqu'un, on le sort de ses antidépresseurs qu'il doit consommer à vie, puis on lui dit, regarde, tu peux prendre juste une ou deux séances avec un psychothérapeute pour une séance assistée par la psilocybine ou du LSD, puis régler ta dépression de manière quand même prolongée. Du côté du milieu de la santé, l'intérêt est là parce qu'on a une réduction du temps de traitement, on a une réduction des ressources nécessaires pour le traitement des individus. On a un traitement qui est efficace de manière presque instantanée. La personne revient à elle-même après quelques heures, voire plusieurs heures d'expérience et la situation n'est pas nécessairement réglée. Évidemment, l'intégration dont on parle également beaucoup en recherche, donc l'intégration suite à l'expérience est parfois aussi, sinon plus importante que l'expérience elle-même. L'expérience psychédélique qui peut être vraiment très déroutante, peut chambouler beaucoup de valeurs chez un individu, peut transformer énormément de choses. Donc, pour que l'individu revienne à une vie normale, équilibrée et qui a une meilleure intégration de ces nouvelles perspectives avec sa vie régulière, ben, c'est certain qu'il y a un travail qui doit être fait de ce côté-là. Mais effectivement, c'est quelque chose qui serait peu payant pour les compagnies pharmaceutiques. Par contre, ce serait payant pour la société et puis pour les systèmes de soins de santé qui doivent prendre en charge là, tous ces patients-là. Et puis, moi, j'ai choisi spécifiquement dépression
les dépendances et l'anxiété en fin de vie, parce que c'est quand même 3 conditions qui sont considérées comme assez symptomatiques de l'ère actuelle. Et puis qu'on voit la situation qui s'alourdit quand même, évidemment avec le vieillissement de la population et beaucoup d'autres facteurs. Même chose avec les traumatismes. La cause a beaucoup avancé aux États-Unis avec les anciens combattants qui revenaient de zones de guerre profondément traumatisés, avec littéralement déconstruits, et puis qui ne trouvaient plus de sens à leur vie, qui avaient des éclats de colère ou de violence ou de panique, et puis qui ont trouvé avec la MDMA, avec l'ayahuasca, avec différentes substances, un traitement qui a été rapide et efficace. Donc on se retrouve un peu entre deux dynamiques, mais si ce qui se développe surtout sur le plan, disons, commercial, ou ce qui est commercialisé, c'est vraiment ce qui est relatif au microdosage. On a de plus en plus de compagnies qui font des capsules pour microdoser aux champignons. Des fois, c'est des champignons qui contiennent de la psilocybine mélangée avec un autre type de champignon qui aide à régénérer les circuits neuronaux. Donc, il y a beaucoup d'argent du côté et beaucoup de projets d'affaires du côté du microdosage. Donc, tant avec le LSD qu'avec la psilocybine. Évidemment, pour l'instant, c'est encore c'est pas encore, évidemment, ouvert, étant donné que c'est encore illégal, mais c'est surtout de ce côté-là que les choses se développent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mais de toute façon, la plupart des chercheurs disent que le LSD, la psilocybine, ne devrait pas être disponible en vente libre comme le cannabis l'est présentement. Donc, ça peut être toléré, ça peut être décriminalisé, ça peut être accessible pour les thérapeutes, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver en pharmacie ou dans des head shops. Donc, évidemment, parce que ça demande un certain encadrement comme expérience. Merci. On a quelqu'un au téléphone qui a levé la main. Si vous voulez vous nommer et puis prendre la parole, on vous écoute. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, super. Nicolas Rivard. Donc, j'ai très bien compris, compris du moins, tantôt vous avez fait référence là, que vous n'avez pas abordé la dimension pharmacologique, mais que vous aviez plutôt adopté une approche phénoménologique. Mais il reste quand même qu'il y a une question là, qui m'a habité là, quand vous parliez des différentes études. Lorsqu'il y a les personnes étudiées avec des dépressions majeures ou des troubles anxieux ou quoi que ce soit, c'est toute la question de l'interaction avec les médicaments prescrits, justement. Est-ce que les études ont démontré, mettons, des différences dépendamment des types de médications, que ce soit des antidépresseurs ou des anxiolytiques, etc.? Parce que, je veux dire, il reste que c'est de la chimie, là aussi, sur un certain point. Donc, c'est ma question. C'est sûr qu'il n'y a pas de comparatif là, sur le plan pharmacologique, du moins dans les études que j'ai consultées. C'est sûr qu'ils font toujours un rapport avec l'efficacité clinique, disons, des autres formes d'antidépresseurs ou des autres formes de traitement. Donc, je disais, par exemple, dans le cas de la cessation tabagique, où avec la psilocybine, on avait un taux de réponse une abstinence de 80% après 6 mois, après l'expérience, quand le meilleur traitement actuellement disponible sur le marché, pas le marché, mais dans le milieu médical, excède pas 35% d'efficacité clinique. Donc, ils vont souvent dire à quel point c'est plus efficace que les traitements pharmacologiques ou, disons, littéralement sous forme de médicaments, et aussi les formes de thérapie comportementale, thérapie cognitive. Donc, ils vont émettre un certain rapport de proportion, mais je n'ai pas consulté d'études là, où ils vont vraiment comparer sur le plan pharmacologique l'action de certains antidépresseurs, par exemple, des médicaments avec un effet anxiolytique et contre l'anxiété et les substances psychédéliques. Donc, ça, j'ai pas vu ça littéralement, mais
vraiment, c'est sûr que ça a un effet profond là, sur la réorganisation des circuits dans l'espace mental. J'ai dû passer un peu rapidement, malheureusement, là, sur toute la question du mode par défaut, puis comment le cerveau se voit réorganiser avec l'état de plasticité neuronale. Mais c'est vraiment de ce côté-là que ça se joue. Et puis, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de comparaison possible, étant donné que les antidépresseurs vont agir, bon, parfois ils agissent sur le côté sérotoninergique, mais c'est plus spécifique, tandis que l'expérience psychédélique, comme j'ai voulu la présenter, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est très global, qui englobe vraiment toutes les facettes de la conscience, de la perception du monde extérieur, de la perception du monde intérieur, de toutes les dynamiques internes qu'on retrouve dans la conscience humaine. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose qui se compare aux substances psychédéliques. C'est le mieux que je peux dire pour l'instant. Merci. Je me demandais, Raymond Lemieux, est-ce que tu aurais envie de commenter quelque chose? J'aurais une question sur la notion de mystique qui est sous-jacente à votre étude. C'est une conception très phénoménologique, bien sûr, mais aussi un peu, comment je dirais, fixe. La mystique est une sorte d'état et non pas un travail de dépassement, comme on le trouve généralement chez les mystiques, du moins les mystiques modernes en régime chrétien et même les mystiques anciens, et un peu partout. Ici, il y a quelque chose comme si, à un moment donné, on était complètement éberlué par une expérience et que ça s'arrêtait là. Et ça me fatigue un peu, je vous l'avoue. Sinon, je suis tout à fait... c'est un domaine que je ne connais pas beaucoup, là, celui de la pharmacologie et de toutes les neurosciences, mais j'apprécie beaucoup ce que vous en avez dit parce que je pense que c'est très éclairant. C'est très, très éclairant et c'est important de le faire. Mais l'autre dimension, c'est l'autre volet, parce qu'ici, il s'agit de conjuguer, à la limite, conjuguer neurosciences et mystique. Et ça ne se fait pas tout seul. Ça prend aussi un travail sur la notion de mystique elle-même. Et là, je pense qu'il y aurait beaucoup de travail à faire. Non, effectivement. Puis, j'ai essayé quand même d'en parler brièvement, tu sais, de tout l'aspect de la vie. C'était correct. Donc, évidemment, c'est une des principales critiques là, qui ont été faites à l'égard d'Huxley, qui disait qu'on pouvait atteindre cet état-là avec, donc particulièrement Zener, qui dit qu'une expérience mystique, même si ça s'apparente à une expérience mystique, que l'expérience d'une expérience psychédélique pourrait pas correspondre à l'expérience mystique théiste, qui s'intègre justement, qui est cultivée par une pratique religieuse, par une pratique spirituelle et qui s'intègre vraiment dans un processus, par un cheminement. Oui, qui est dans un cheminement. Exactement. Même chose avec l'illumination qu'on retrouve dans les philosophies orientales, donc le satori dans le zen est aussi un état qu'on apprend graduellement à conditionner. Même chose avec les formes traditionnelles du yoga, avec les yogis qui vont aussi par différentes modulations de leur état, de ce qui se trouve à l'intérieur du système et de l'esprit. Et avec le Tao chinois aussi. Absolument, exactement. Donc, c'est sûr que... On connaît très mal en Occident. Hein? Oui, malheureusement. Tradition spirituelle extrêmement riche là-dedans. Mais il reste que, comme le suggérait Huxley, que tout ça, même si c'est à l'intérieur d'une pratique religieuse, il reste que la pratique va être une façon de moduler, donc de modifier
Ouais, l'activité du tout à cerveau. fait. Et même chose avec d'autres techniques, les techniques de l'extase dont parlait Mircea Eliade, qui peuvent permettre d'atteindre ces états-là, que ce soit la sudation, le jeûne, quelque chose même comme la danse pendant des heures et des jours jusqu'à temps que la vision vienne. Donc, c'est Et sûr que Dervish tourneur en islam. absolument. Mais c'est sûr que quand on veut considérer un état comme l'état mystique à l'intérieur d'un cadre empirique, donc un cadre scientifique dans des études cliniques avec des gens qui sont pas dans ces contextes-là, qui sont pas dans ces pratiques-là, c'est vraiment pour ça qu'on se doit vraiment d'isoler l'aspect phénoménologique, donc de ramener l'expérience mystique pour la contenir du mieux qu'on peut à l'intérieur d'un modèle typologique. Donc, qui peut être en quelque sorte qui serait universalisable, donc qui pourrait être appliqué à différents contextes, à différentes traditions, et également qui pourrait être opérationnalisé. Donc, on doit être capable de transposer ça à l'intérieur de questionnaires pour faire des échelles psychométriques, etc. Donc, évidemment, c'est un mal nécessaire. Mais c'est ça, c'est là où je voulais aussi amener à la toute fin, c'est que vraiment, l'approche pérennialiste a permis de considérer l'expérience mystique à l'intérieur des études des sciences cognitives, mais c'est vraiment une mise en valeur de l'expérience mystique en fonction des bénéfices de cette expérience-là dans la vie des gens. Et puis, dans mon mémoire, je parle également de beaucoup d'observations qui ont été faites dans les études, particulièrement à Johns Hopkins, où ils mettent vraiment l'accent sur l'expérience mystique, où ils disent à quel point l'expérience a transformé la vie des gens. Donc, les gens, suite à leur expérience, ont entrepris des pratiques spirituelles, se sont intéressés à ce qu'ils avaient vécu. Donc, c'est comme une expérience qui a vraiment donné naissance à un désir de vivre ces états-là autrement, de manière naturelle, donc avec des pratiques. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à méditer ou différentes formes de communion avec la nature, etc. Donc, ça a quand même transformé la vie des gens dans ce sens-là. Et c'est quand même un effet qui a été noté là, dans beaucoup, beaucoup d'études. Et un parallèle intéressant dans un livre que j'ai lu sur le bouddhisme tantrique du Tibet de Blossfeld, où il avait posé la question à des moines tibétains, à savoir est-ce que c'est correct d'utiliser du LSD ou pas. Évidemment, il y a plusieurs moines qui en avaient essayé à l'époque. Et puis, ils ont comparé un peu le cheminement à, bon, si on est un moine tibétain et on veut atteindre cet état de libération-là, évidemment, on va se pratiquer. C'est des mois, des années de pratique aveugle, en quelque sorte, où on ne sait pas exactement où on s'en va, mais on apprend graduellement à reconnaître les symptômes, tout ce qui nous amène à l'état cherché. Tandis que le fait de consommer une substance psychédélique, c'est comme si ça nous donnait en quelque sorte une image de la destination. Donc, on voit exactement où est-ce qu'on s'en va, ce qui peut, dans certains cas, permettre d'y accéder plus rapidement, de manière à reconnaître plus aisément tout ce qui mène à cet état-là. Donc, ça, c'est un parallèle que je trouvais intéressant quand on parle de cheminement. C'est que ça donne une expérience concrète, on la vit. Par la suite, ben, on veut y retourner, mais à notre façon, naturellement, ou avec la méditation, avec la prière, ou peu importe l'approche qu'on prend. Merci infiniment, c'était très riche et puis tu as réussi à nous intéresser, même pour des gens comme moi dont c'est vraiment pas le secteur de recherche. Alors, ben écoute, merci beaucoup. Je l'ai écrit sur le site, sur le fil de discussion. Si vous voulez communiquer avec Louis pour continuer les échanges,
Son adresse de courriel est assez simple, c'est louis.plourde.2@ulaval.ca. Merci à tout le monde pour votre participation enrichissante aussi.